Bonjour, aujourd'hui, je parle avec Philippe Goujon, président de Goujon Économie Politique. Bonjour Philippe. Salut Emna, ça va bien? Oui, je suis vraiment contente que tu sois avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Philippe, tu es économiste, tu es aussi ancien chef de cabinet du ministre des Finances, Éric Girard. Donc aujourd'hui, on va parler de finances publiques. Mais avant toute chose, hier, le 4 novembre, on a été enfermés pendant 7 heures dans un sous-sol à Ottawa pour le huis clos du gouvernement fédéral qui a présenté son premier budget, le premier budget du premier ministre Carney. Quand notre épisode va sortir, quelques semaines se seront écoulées, mais qu'est-ce qui va rester après ces quelques semaines de ce budget? Je crois que ce qui va rester, c'est les déficits puis les dépenses importantes qu'ils ont fait et annoncées. J'ai l'impression que les gens vont avoir de la misère à se rappeler les bonnes nouvelles de ce budget-là. Parce que puis on l'a vu là, hier, c'était très difficile de bien décortiquer, de bien expliquer ce qu'il y avait dans ce budget-là, notamment à cause de la comptabilité un peu étrange qu'ils ont ajoutée, qui ont essayé de nous montrer à quel point leurs investissements étaient bons, que c'était générateur de retombées économiques, mais que finalement, quand on lisait, on ne comprenait absolument pas où est-ce que c'était vraiment, qu'est-ce qui était générateur économiquement, de retombées économiques. Donc j'ai l'impression qu'on va retenir, c'est ce que beaucoup ont dit, c'est-à-dire des gros déficits, beaucoup de dépenses, notamment défense, peut-être qu'on va entendre. Mais ils ont monté beaucoup les attentes. Ils ont parlé d'un budget générationnel où ils ont utilisé des superlatifs assez importants. Je pense qu'ils ont raté un peu leur coup. Puis à cause de ça, à cause qu'ils ont monté trop les attentes, ça fait que les gens vont moins retenir la suite des choses, à mon avis. Après ça, par contre, il y a toujours des annonces. Les annonces, le budget, c'est la première étape de plusieurs autres annonces qui viennent par la suite. Donc, c'est peut-être là qu'on va se rappeler des choses. Philippe, toi et moi, on se connaît depuis quelques temps déjà. Tu as été, je l'ai dit tout à l'heure, chef de cabinet d'Éric Girard, le ministre des Finances au Québec. Tu as été également conseiller économique du premier ministre François Legault. Ouais. Mais peut-être raconte-nous un peu ton parcours, comment tu t'es rendu là où tu es aujourd'hui. Ah, ça, c'est une drôle d'histoire. Premièrement, je suis un économiste de formation. Je le dis parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'économistes qui travaillent en politique. J'ai commencé à Statistique Canada à Ottawa. Tunis Pasteur. Exactement. C'est un très bel endroit. Puis j'ai aimé quand même vivre dans cette région-là. J'ai plus ou moins aimé mon travail, mais la région d'Ottawa-Gatineau est merveilleuse. J'allais travailler en vélo. Ça me manque, ce que je ne peux plus faire maintenant, parce que j'ai fait d'autres choix. Et ensuite, j'ai travaillé à l'Union des producteurs agricoles. Parce que j'ai un passé agricole, ma famille, c'est des agriculteurs. J'ai travaillé dans le champ quand j'étais jeune, à cueillir du maïs, des fèves et autre chose. Et donc, j'ai eu cet emploi-là. Puis, j'avais un peu de temps, j'avais le goût de faire un peu plus d'économie. J'ai travaillé avec quelqu'un qui fait partie de son entreprise qui s'appelle APECO, pour laquelle j'ai travaillé plus tard, qui m'a donné quelques mandats, puis qui c'était un ami. Et il a entendu parler à un moment donné qu'un chasseur de tête cherchait un économiste pour travailler à l'aile parlementaire d'un parti politique à Québec. Moi, je ne savais pas c'était lequel. Durant le processus d'entrevue, j'ai appris que ça allait être la CAQ, avec laquelle j'étais évidemment en accord. Et c'est comme ça qu'en 2015, j'ai été recruté pour être conseiller économique à l'aile parlementaire de la CAQ. Je suis arrivé en mai 2015, à peu près en même temps que Pierre-Carl Pellado, d'ailleurs, ce qui est quand même drôle parce qu'il n'est pas resté là longtemps. Je suis resté là plus longtemps que lui. Mais son arrivée était quand même assez impressionnante, on peut dire. Mais c'était aussi un moment difficile pour la CAQ. On a perdu Chauveau. Il y a une députée qui a quitté. C'était des moments pas évidents. Puis après coup, par contre, on connaît l'histoire. 2018, le gouvernement a été élu. Puis c'est moi qui avais fait le cadre financier pour l'élection 2018. Puis le cadre financier, rappelle-nous un peu, c'est quoi exactement? C'est en fait c'est le portrait des coûts et des revenus. C'est comme un mini budget qu'un parti politique fait pour démontrer c'est quoi ça va être quoi l'impact de ses engagements. Ça va être quoi, combien ça va coûter, comment il va financer ses mesures. C'est une façon de montrer. Personnellement, je trouve qu'on porte beaucoup attention à c'est quoi les chiffres du bas dans un cadre financier. Le déficit, le dette. Puis c'est quoi les hypothèses pour financer ça. Puis moi, je trouve qu'on ne porte pas attention aux bons détails. À mon avis, il faut regarder
Oui, mais ça coûte combien l'ampleur de tous les engagements? Compromet. Exactement. Puis même route. s'ils réussissent par différents artifices à trouver un équilibre à la fin ou à peu près pas, faut que tu te dises que plus tu fais l'engagement, plus ça va être difficile de le faire sans avoir d'impact sur une hausse de taxes, une hausse d'impôts, le déficit. Même s'ils disent qu'ils vont être capables, les moyens pour arriver à financer ces mesures-là vont devoir être très importants. Donc, le réalisme du cadre financier est affecté. Ceci étant dit, j'ai fait ce genre d'exercice-là en 2018 et en 2022. Mais en 2018, j'avais fait le cadre financier, donc j'étais celui qui connaissait le plus les mesures, les promesses, mais surtout leurs mesures, les coûts, les paramètres précis de la mesure. Puis on n'était pas nombreux dans l'opposition, dans l'aile parlementaire, on était une trentaine maximum. On n'était même pas une dizaine de recherchistes. On est passé à 300 en quelques semaines. Donc, je dis 300, je ne sais pas exactement c'est quoi le chiffre, mais c'est environ ça. Donc, ils m'ont demandé d'être directeur adjoint de cabinet d'Éric Girard au début, avec le directeur de cabinet, c'est Denis Delbecq. J'ai eu des responsabilités assez importantes très rapidement. C'est d'ailleurs moi qui ai été responsable de tous les budgets du jour 1. Puis je suis resté là au ministère des Finances. Je suis devenu directeur de cabinet en 2020, durant la pandémie. Puis je suis resté jusqu'à l'élection 2022 où j'ai quitté parce qu'à un moment donné, ma famille était tannée de me voir partir pour Québec. Puis je les comprends. Oui, puis moi, c'est toujours ça que j'ai beaucoup aimé dans nos conversations parce que tu as à la fois, disons qu'on partage la même lunette économique. Donc, notre façon de lire l'actualité, la politique est assez... donc, on a la même science derrière l'économie. Mais en même temps, tu as connu les coulisses, comment les choses se préparent, quels sont les arbitrages qu'on doit faire. Puis c'est toujours ça que j'ai trouvé super intéressant. Puis je me demandais, tu sais, toi, dans tes mots, comment tu décrirais le processus budgétaire? Tu sais, il va y avoir une mise à jour économique cet hiver, donc avant Noël, normalement, du gouvernement du Québec. Mais il y a comme plusieurs grands moments dans une année budgétaire. Tu sais, raconte-nous un peu c'est quoi l'ABC du budget. Bien, premièrement, je commençais par dire que maintenant, on est... Puis ça, en tout cas, je vais me préciser, j'allais dire maintenant, on a plus qu'un budget par année, on est presque rendu à 2, mais il faut reconnaître que la dernière mise à jour du gouvernement du Québec avait été plus modeste. Donc, tu sais, c'est quand tu dis on a 2 budgets, ça veut dire qu'il y a comme 2 grands moments où on annonce beaucoup de choses. Exactement. Puis que c'est un exercice assez important où il y a des attentes de nouvelles mesures. Je dirais que ça a été beaucoup vrai de 2018 à 2022. C'est un peu moins vrai. Il y a moins de moyens aussi. L'économie va moins bien. Les revenus sont moins importants au gouvernement. Donc, ça force à faire moins d'engagement en 2 moments. En gros, ce qui se passe toujours, c'est la première étape, c'est faire un cadre financier. C'est le ministère qui dit voici où on en est rendu en date de. Donc, c'est les fonctionnaires, pas l'aspect politique. Exactement. Mais c'est sûr que c'est le politique qui dit on sait qu'on s'en vient, mais c'est les fonctionnaires qui nous ont fait comprendre que ça commençait plusieurs semaines avant l'exercice. Moi, quand je suis arrivé en 2018, je n'avais jamais fait de budget. Là. Puis là, on est arrivé, puis il y avait déjà un cadre financier, des hypothèses économiques qui avaient été formées. Puis là, il fallait faire des décisions. En gros, ça se commence, pour la mise à jour, c'est août-septembre que tu as le premier cadre financier qui dit voici où ce qu'on en est rendu. Pour le budget, c'est plus janvier. Même fin décembre, il va y avoir une première idée du portrait économique, où est-ce qu'on en est rendu. Après, il va y avoir des projections économiques qui vont être faites en septembre, octobre ou janvier. Qui là, c'est sur cette base de projection. Encore là, c'est tout le temps le ministère qui le fait. Ce n'est pas le ministre qui dit vous devriez mettre 3 % de croissance économique. Là. C'est le ministère qui se base sur les autres économistes et autres pour faire leurs hypothèses. Puis sur ces 2 bases-là, on a un cadre financier, une marge à manœuvre qui est identifiée. Donc, il vous donne le carré de sable, finalement, puis là, vous dites, OK, c'est quoi les choix qu'on fait? Est-ce qu'on baisse Voici des taxes? Vers où on s'en va. Est-ce que ça va bien, ça va mal? Chacun des ministres des Finances s'est fait dire à un moment donné, on a moins d'argent qu'on pensait, ou ça va vraiment bien, on a des surprises. Fait que tu gères ça, puis ensuite, il y a des rencontres avec le premier ministre où tu dis, voici où est-ce qu'on en est rendu. Puis il y a des échanges avec son équipe aussi pour identifier c'est quoi les orientations principales. Comme, ça va être quoi le sujet principal? Le dernier budget, c'était la santé. Où est-ce qu'ils ont fait beaucoup de réinjections dans le ministère de la Santé. Puis avec les ententes salariales. Donc, c'était assurément ces 2 éléments-là les plus importants, mais ça avait été décidé dès le départ. Ces engagements-là ont eu un coût.
on a moins de marge de manœuvre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On a une liste, mais on se dit, mais étant donné que ça nous a coûté tellement cher ce bout-là, on n'a pas beaucoup de place pour faire plus. Donc, ça a orienté le reste du travail. Donc, là, c'est dans les semaines qui suivent. Puis une fois que les décisions sont prises, il y a la rédaction qui se met à faire, qui est assez longue, qui est au moins plus d'une semaine. Puis les documents sont toujours envoyés environ une semaine avant le dépôt. Les documents sont finalisés puis envoyés à l'impression. Même s'il y a de moins en moins de copies papier, il y en a encore. Donc, il faut envoyer ça à l'impression pour donner le temps à l'imprimeur de tout envoyer, de tout faire à temps. Puis là, on a les photos avec les chaussures, le budget. Oui, mais écoute, le ministre, il n'en fait plus de photos avec les chaussures. Il n'aime pas ça. Fait qu'il a arrêté cet exercice-là. Mais effectivement, la veille ou l'avant-veille, il y a cet exercice-là de photos. Philippe, quand on est chef de cabinet d'un ministre des Finances, c'est aussi toi qui reçois toutes les demandes. Parce que, tu sais, je visualise toujours ça. Quand on est dans le huis clos, il y a des analystes, puis tu as tous les groupes d'intérêt, patronaux, syndicats, communautaires. Tout le monde est là parce que quand on ouvre le budget, on regarde qu'est-ce qu'on regarde. On regarde est-ce qu'on a eu ce qu'on a demandé. Donc, en amont, il y a eu des demandes. Tous les groupes d'intérêt sont venus vous voir, on fait de la représentation parce que on veut une subvention, on veut une aide, on veut un changement réglementaire. Et le budget, c'est le moment de faire ces changements-là. Parfois, il y a de l'argent, mais parfois, il y a d'autres choses aussi qui sont annoncées à ce moment-là. Fait que moi, j'étais toujours curieuse. Comment tu gérais ça à l'interne, toutes ces demandes? Eh boy! C'est un exercice. Ça, c'est ceux qui nous écoutent ou écouteront peuvent retenir une chose, c'est que c'est pas un exercice qui se passe une seule fois par année. La meilleure façon pour eux de se faire connaître et entendre, c'est d'être présent auprès de leur ministère responsable d'abord, puis de faire connaître leurs demandes. S'ils arrivent juste au ministre des Finances le 3 février pour dire « Ouais, j'aimerais avoir telle chose », puis que moi, la première chose que le ministre va me demander ou que moi, je vais me poser comme question, c'est « OK, mais est-ce que vous l'avez demandé au ministre de la Santé, au ministre du Tourisme, peu importe? Est-ce que vous l'avez demandé? » Puis s'ils disent non, on va faire comme « Ben, moi, je vais être très mal placé pour dire au ministre du Tourisme c'est ça que tu devrais faire. » Parce que lui, il a ses orientations, il réfléchit toute l'année à quoi faire pour être le meilleur possible dans son domaine avec ses orientations que le premier ministre lui a données puis qu'il a définies avec. Donc, moi, mon exercice d'abord, c'est de m'assurer que les demandes correspondent bien ou ont été entendues au moins par le cabinet ou le ministre responsable, puis ensuite de recueillir leur réaction. Puis, j'ajouterais que une fois que j'ai leur réaction, si c'est très, très, très éloigné de ce qui est demandé, les probabilités que ce genre de demande-là se retrouve dans le budget sont vraiment faibles. Parce que, je veux dire, tu n'iras pas demander à quelqu'un... Si tu vas demander à un gouvernement de baisser, de tripler l'immigration, quand il dit « moi, je veux réduire de moitié », c'est la première... t'es assuré de ne pas t'écouter. Puis il y a plein de demandes comme ça, que tu peux savoir que le gouvernement n'ira pas dans cette direction-là. Puis si tu demandes l'inverse de son orientation, il ne faut pas t'attendre à ce que tu retrouves dans le budget. Donc, mais je pense qu'ils s'y attendent généralement, les groupes là-dessus. Puis il y a un peu cette négociation qui se fait. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que toi, tu as connu un peu deux réalités. Ouais. Tu sais, la réalité peut-être... avant, même pendant la pandémie, où, bien, en fait, on avait délié les bourses, donc les demandes, on était à l'écoute, puis aussi la situation le justifiait à un moment donné, mais on était davantage peut-être disposés à dépenser davantage. Mais tu as connu aussi, après 2023, puis on va en parler, là, on commence à se dire, OK, bien, il faut ramener un peu les finances publiques à l'ordre, il faut ralentir la croissance des dépenses. Et que j'imagine que c'était très différent la façon de gérer mais en fait, je te corrige, les demandes. J'étais plus là après 2022. Et nos budgets, il faut être honnête, de 2018 à 2022, avaient des moyens d'investir, d'en faire beaucoup. Puis après ça, tu étais parti puis tu es revenu au premier ministre, au cabinet du premier ministre. Je travaillais pendant 2 ans dans une firme de consultation économique et je suis revenu au printemps dernier, de mars à juillet, pour aider le premier ministre qui avait des enjeux avec la personne responsable du conseil économique, le conseiller économique, justement, au bureau du premier ministre, a eu des enjeux de santé. Ils m'ont demandé de venir l'aider. Donc, oui, donc j'ai pas vécu les moments difficiles budgétairement. Je les ai observés de loin. Mais on pouvait voir venir quand même, à partir de 2023, que ça allait être plus difficile. À un moment donné, l'économie de 2018 à 2022
malgré la pandémie, c'est étonnant à dire, a quand même surperformé généralement ce qui était attendu. Puis c'est drôle parce que quand j'étais là, des fois, on se faisait dire qu'on était trop prudent ou trop téméraire. Souvent, on se faisait dire que nos hypothèses économiques étaient trop téméraires, trop bonnes. Puis on arrivait finalement, puis c'est vraiment plus fort que ce qui avait été attendu. Même durant la pandémie, on avait eu des critiques à ce niveau-là. Puis finalement, ça a été tellement plus important que ce qui était attendu au niveau des revenus de l'État. Donc, c'est tout ça pour dire qu'on a eu des marges de manœuvre importantes qui nous a permis d'agir beaucoup durant le premier mandat, ce qui est moins le cas depuis le nouveau mandat. Puis d'ailleurs, comment tu qualifierais aujourd'hui la santé des finances publiques québécoises? Est-ce qu'on est en bonne situation financière? Tu l'as dit, il y a eu la pandémie qui était à la fois un coup très dur, mais en même temps un moment où il y a eu comme une reprise économique qui était très forte, en même temps où on était, disons, plus disposé à dépenser pour faire face à la crise puis à la reprise. Donc, on a eu cette réalité. Aujourd'hui, comment tu vois les choses? Je pense qu'on est dans une situation pas précaire, mais difficile. On est sur une trajectoire risquée, dans le sens que la dette s'alourdit, les déficits s'accumulent, puis le gouvernement du Québec, ça a bien été pendant un certain temps, mais on n'est plus en moyen, on n'a pas réussi à assez assainir notre endettement pour qu'on soit correct pour des dizaines et des dizaines d'années. Est-ce que ce que tu veux dire, c'est que peut-être qu'on a trop dépensé, qu'on est en train de refiler la facture aux générations suivantes? Oui, mais s'endetter, c'est toujours refiler au futur. Mais ce que je veux dire, c'est que le poids de nos dépenses en santé et en éducation sont tellement importants et notre capacité de les payer est quand même relativement limitée par rapport à notre économie. Et on a fait un choix de réduire un peu nos revenus. Puis moi, je suis d'accord avec ça, d'avoir baissé les impôts. Pour diverses raisons, on ne rentrera pas là-dedans, mais ou pas, je te laisse le choix. Pourquoi? Parce que on est très imposé, puis c'est désincitatif au travail que d'être imposé. Puis c'est aussi, à un moment donné, on le voit tous que nos services, il y a une limite à la capacité de l'État de nous fournir des services de très, très grande qualité, mais on continue à payer très, très cher pour avoir ces services de qualité moyenne. Je pense que pour maintenir une certaine adhésion de la population, il faut leur dire à un moment donné, on comprend votre réalité, on comprend que ça vous coûte cher, vous devez avoir plus d'argent vous devez moins nous en donner. Moi, je sais que d'autres diraient le contraire, c'est correct, mais à mon avis, les gens donnent tellement d'argent et sont tellement souvent déçus par rapport aux services qu'ils reçoivent qu'il faut leur dire, on vous a entendu, on vous en redonne un peu. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, sur la baisse d'impôts, par exemple, c'est un des exemples où on a vu que, comme tu dis, on s'est privé d'un certain nombre de revenus, en même temps qu'on continue à dépenser, parce que même si tu dis, je veux laisser plus d'argent dans les poches des gens, en contrepartie, les services en santé, ils restent publics, puis c'est quand même le budget de l'État qui les paye. Donc, c'est des mesures qu'on a prises qui nous privent d'un certain nombre de revenus. Après, se sont ajoutées toutes les dépenses de la pandémie, l'inflation qui est venue augmenter les coûts, des nouveaux programmes. Donc, on a continué quand même à dépenser. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est retrouvés en 2023, donc au sortir de la pandémie, à se dire, c'est le moment. On a une loi au Québec, la loi sur l'équilibre budgétaire, qui nous oblige à équilibrer nos budgets. On l'avait suspendu pendant la pandémie, puis il y avait un consensus là-dessus. Maintenant, c'est le temps de la réanimer. En mars dernier, le ministre des Finances a présenté un plan de retour à l'équilibre budgétaire, donc vraiment son plan pour réduire les dépenses pour arriver à l'équilibre en 2029-2030. C'est très ambitieux, c'est-à-dire qu'on voit vraiment des dépenses qui augmentent beaucoup moins rapidement que ce qu'on a vu par le passé. Est-ce que tu penses que c'est crédible? Est-ce que tu penses qu'on va y arriver? C'est dur. Ça va être vraiment difficile. Franchement, premièrement, il y a un dernier budget préélectoral où est-ce que c'est extrêmement difficile d'avoir un cadre financier qu'on doit dire rigoureux et donc de faire attention à ses dépenses à la veille. Parce qu'on s'en va en élection, on veut promettre des choses. Oui, mais juste couper. À la limite, là, tu fais attention, puis tu
dépenses pas trop parce que tu sais, à un moment donné, la population commence à être tannée, tu as essayé de se faire acheter avec des budgets très généreux. Mais juste faire l'inverse, couper, avoir des coupures, ça, c'est encore plus difficile. T'sais, avoir un budget qui s'assure que toutes les croissances des différents ministères sont bonnes, les croissances budgétaires des différents ministères sont bonnes, ça, c'est comme le strict minimum, mais on parle de 3, 4, 5 % en éducation et en santé, puis c'est plus que 50 % du budget, juste ces deux portefeuilles-là. Quand tu dis qu'au total, il faut que tu aies du 2 %, ça va être même pas 2, même moins de mémoire. Ça va être extrêmement difficile à réaliser. Ça va vouloir dire des coupures de programme. Ça va vouloir dire des exercices de réduction de la taille de l'État, ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Ils ont déposé d'ailleurs un projet de loi là-dessus aujourd'hui, mercredi. Donc, il y a une tentative de réduire les coûts, mais ça va être extrêmement difficile. C'est pas pour rien que, oui, c'est une trajectoire qu'il a présentée, mais qu'il restait des éléments pas clairs à comment il allait arriver. Je parle du ministre. Puis les prochains gouvernements, s'ils veulent respecter cet engagement-là, ça va être un dur exercice aussi. Donc, la crédibilité, c'est à l'usure qu'on va le voir. On va voir à quel point les gouvernements vont vouloir respecter cet engagement-là. Mais les agences de cotation vont regarder aussi. Bien, c'est ça, parce que la question parce que tu parles de coupure, puis le budget, quand il était déposé, les analystes disaient effectivement, c'est une trajectoire qui veut dire qu'on dépense beaucoup moins qu'avant, puis qu'on dépense parfois moins que l'inflation, donc ça veut dire des coupures. Donc ça, c'était assez clair. Puis je dirais que c'est un peu plus tard qu'on commence à voir ça dans l'espace public, en parlant en santé, en parlant en éducation. Ça fait plusieurs mois qu'il y a beaucoup d'annonces sur « Ah, ben là, on coupe ça. Ah, ben c'était le programme qu'on aimait, la francisation, les programmes en éducation, plusieurs programmes en éducation. » On dit, ben finalement, on ne peut plus se les payer. Puis là, la question que les gens se posent, c'est « OK, on a une loi qui nous oblige à revenir à l'équilibre budgétaire. D'un côté, ben on ne veut pas refiler la facture aux générations suivantes. On reste une des provinces les plus endettées du Canada. Les agences de notation, elles nous regardent de près, puis si elles n'aiment pas ce qu'elles voient, ben ça veut dire qu'emprunter de l'argent sur les marchés, ça va coûter plus cher. Donc, il y a tout ça qui nous fait dire, ben il faut avoir cette rigueur budgétaire. Et en même temps, ben quand tu vois de ces coupures-là, ben c'est très difficile. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça nous sert encore d'avoir cette loi qui nous oblige à revenir à l'équilibre? Bien, c'est parce que si on ne fait pas attention, à un moment donné, nos coûts d'emprunt vont devenir tellement importants parce que là, la confiance dans notre rigueur budgétaire, dans notre capacité à long terme à rembourser nos emprunts va se détériorer. Donc, ce que ça fait, c'est que les gens ont moins confiance. Quand ils ont moins confiance, ils disent « OK, je te prête de l'argent, mais je vais te charger plus parce que ça se peut qu'à la fin, tu ne me le donnes pas. » Donc, ça augmente les taux d'intérêt sur nos emprunts qu'on fait sur les marchés. Donc, le marché va nous dire « Oups, on a un problème. » Puis, ils vont nous imposer des coûts supplémentaires. Donc, moi, je crois qu'on n'a pas le choix de faire cet exercice-là. Puis, je trouve ça un peu dur parce que le gouvernement a augmenté le budget en éducation et en santé de 50 %. C'est fou, là. Depuis 2018, 50 % en 7 ans. C'est vraiment beaucoup. C'est genre 8 % par année, là. C'est énorme. Puis on parle de coupure, puis je comprends pourquoi ça arrive. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait ça, puis là, à un moment donné, à la fin, il y a un petit dip. Il aurait juste fallu que la croissance du départ soit moins élevée, mais on serait quand même à 8 % par année, puis il y aurait quand même une bonification. C'est juste qu'il y a eu quelques décisions qui ont fait qu'ils ont été obligés de réduire, mais si on regarde vraiment dans chacun dans les systèmes de santé et d'éducation, il y a eu des bonifications de services. Jusque-là, les choix qui ont été faits font en sorte que ça réduit cette bonification-là. Puis je trouve ça dur pour le gouvernement de le vivre, puis c'est sûr que je suis biaisé, là, tu l'as dit, j'ai travaillé pour ce gouvernement-là, mais foncièrement, c'est pas vrai qu'il y a des grandes coupures incroyables parce qu'il y a eu trop de réinjections avant, mais c'est pas vrai non plus qu'il n'y en a pas de coupures. Bien, c'est ça puis je trouve ça intéressant de t'entendre dire parce que en 2023-2024, bon, t'étais plus là, mais à ce moment-là, il y avait, on voyait
que c'était vraiment difficile de mettre le frein finalement sur les dépenses, même si la pandémie était derrière nous. Et quand même, à ce moment-là, on savait que ça allait être extrêmement difficile, mais on réactive la loi sur l'équilibre budgétaire. Donc, on renouvelle nos vœux pour cette loi, puis en même temps, on sait que ça va être extrêmement difficile. Le calendrier nous montrait que ça allait être... ça va être des années de ralentissement des dépenses qui vont être très difficiles à négocier. Mais donc, il y a quand même cette prise de conscience de dire, bien, même si c'est difficile, bien, il nous faut quand même cette discipline qui nous ramène. Il faut au moins que ça soit là. Il faut au moins qu'on y pense toujours pour nous forcer à faire le moins de déficit possible, pour nous forcer à regarder comment arriver à un moment donné à 0 de déficit. Puis on s'entend, là, ça pourrait être 300 millions de déficit. Là, c'est rien, là, c'est comme 0. Mais il faut viser de le réduire parce qu'on est trop endetté. Si on était l'Alberta, je dirais, pas de problème. Honnêtement, ils n'ont pas de dette, eux. Mais on n'est pas l'Alberta. On est, tu l'as dit, une des provinces les plus endettées et ça nous coûte cher, nos emprunts, à chaque année. C'est des services qu'on ne peut pas se payer parce qu'on paye des frais d'intérêt. Donc, moi, j'y crois à ça. Il ne faut pas être dogmatique complètement, mais dans les deux sens. Il faut aussi comprendre à un moment donné qu'il faut avoir les moyens de payer nos services puis qu'on ne peut pas continuellement emprunter ou augmenter les impôts, les taxes sur les citoyens. Puis ce que je trouve difficile, c'est quel que soit le gouvernement qui va être en place, on est dans un moment, tu l'as dit tantôt, où le niveau de dépenses est en fait très, très élevé. Donc oui, on essaie de le rabaisser un petit peu, mais on est à un niveau de dépenses qui est très élevé. Et en même temps, une insatisfaction par rapport à ces services qui est quand même aussi élevé. Alors, c'est vraiment un défi parce que c'est un dilemme, en fait. Ou tu coupes et tu empires les résultats, ou tu coupes pas, mais bon, tu refiles la facture. Et donc, c'est un peu comment aussi on évite de faire ce yo-yo budgétaire où on dépense, on coupe, on dépense, on coupe. Puis récemment, j'ai été invitée à la presse à essayer de trouver des idées pour sortir de ça. Puis une des idées avec lesquelles on était venu avec l'équipe, c'est de dire, par exemple, en Suède, puis je sais, on adore regarder la Suède parce que c'est des beaux modèles. Et on voyait qu'eux, ils avaient quelque chose qui était comme une agence d'évaluation en continu. Donc, pas un vérificateur général, mais vraiment une agence qui va évaluer les programmes, qui va les suivre dans le temps. Donc, on va mettre une subvention pour aider à acheter des véhicules électriques. Et là, on va mettre ça en place, puis on va dire, OK, pendant 3 ans, on va mesurer. Est-ce que ça a changé les comportements? Est-ce que ça a changé les résultats? Est-ce que ça a permis d'augmenter le parc de voitures électriques? Des choses comme ça. Puis on l'évalue systématiquement, puis après, on décide si on le garde ou pas. Alors, c'est une structure, mais je voudrais que tu me challenges là-dessus. Est-ce qu'on a besoin de ça au Québec ou c'est une mauvaise idée? Ça serait, franchement, là, des réévaluations continues des programmes, ça serait vraiment excellent. Mais le problème, c'est pour un gouvernement, quand il fait ça, c'est qu'il décide de déléguer son pouvoir de décision à un organisme sur lequel il n'a aucun contrôle. Puis, s'il décide de couper un programme qui est bien populaire parce qu'il n'y a à peu près aucun impact, mais que dans la tête des gens, ce programme-là a une fonction importante, le seul qui va subir les conséquences de ce choix-là, c'est le gouvernement. Puis il va peut-être lui dire non, moi je le maintiens, même si eux autres disent que c'est pas bon. Donc la politique est jamais très, très loin. Puis tu parlais du fait qu'il y a du yo-yo qui se fait, puis qu'il y a de l'impopularité par rapport aux décisions qui se font en ce moment. Mais je pense que l'impopularité du gouvernement actuel nuit justement à sa capacité à prendre les décisions difficiles. Puis c'est pas pour rien que les décisions difficiles, quand il prenait au début, dans le premier mandat, il passait mieux que maintenant. Son impopularité teinte la vision qu'on a de ses décisions, même si il en prenait des bonnes, ou les mêmes, on n'est plus dans le même contexte politique. Puis moi, je la trouve bonne idée. Puis d'ailleurs, je pense que c'est le gouvernement libéral de Philippe Couillard qui avait essayé un processus de révision, puis c'est tombé à l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le courage de prendre les décisions. Le rapport Godbout, il y avait plusieurs choses là-dedans. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'en partant, notamment la CAQ a dit « pas vrai que vous allez augmenter la TVQ ». Parce que c'était ça, c'est baisser les impôts pour augmenter les taxes. Il a dit « c'est pas vrai que vous allez faire ça ». Donc, politiquement, il n'y a pas la capacité. Donc, c'est pour ça que l'idée est bonne, mais la faisabilité, il faut beaucoup de courage puis s'assumer. Mais si à un moment donné, quelqu'un le fait puis qui est capable de le maintenir pendant 3-4 ans, ça va être très, très dur de le défaire ensuite.
Donc, il faut que quelqu'un ait le courage un jour de faire cet exercice. Puis de le tenir pendant un certain moment. Exactement. Alors, à mûrir. Exactement. Mais justement, cet automne, il va y avoir des élections au Québec. Quels seraient tes conseils pour ceux qui préparent des cadres financiers, donc qui préparent le menu des différents partis politiques pendant cet été? Premier conseil, demandez à quelqu'un d'autre de regarder votre fichier Excel. Éviter des petites bourdes qu'il y a eu aux dernières élections. Oui, c'est... on fait... Même moi, j'en ai fait une, elle était mineure, mais on joue beaucoup dans les chiffres, puis faire une erreur peut vraiment couler. Carlos Letao a fait le sien du Parti libéral, puis ça a été très, très, très dur. Les conséquences sur leur crédibilité a fait très mal. Des erreurs de calcul Excel, ça fait mal. Donc, demandez à quelqu'un, faites débloquer un budget de votre parti, je ne sais pas, pour faire évaluer. Premier conseil. Deuxième conseil, ne dépensez pas trop. Parce que ce que j'ai dit au début... Dépensez pas trop, pas pendant la campagne, mais tu veux dire dans les promesses que vous faites. Exactement, parce que on a l'impression que ça va fonctionner, on va générer des revenus. Mais une fois rendu au pouvoir, il faut faire ce que vous avez dit que vous allez faire. Puis c'est toujours plus difficile, à moins d'avoir une croissance économique incroyable, ce qui est peu probable parce que Trump va être encore là. Donc, il va encore menacer notre économie. Si vous en mettez trop, vous allez avoir de la misère à réaliser, puis là, vous allez avoir de la misère à expliquer pourquoi vous ne réalisez pas. Vous avez un cadre financier de la vérificatrice qui a vérifié. Vous avez une situation économique que tout le monde connaît. Donc, vous n'avez pas de bonne raison de ne pas être bien placé. Donc, de faire attention. Moi, ce serait les deux conseils. Pas nécessairement pour atteindre l'équilibre budgétaire, juste pour être capable de réaliser ce que vous promettez de réaliser. Parce que c'est là-dessus que les gens votent habituellement, sur la promesse du futur et non pas sur le passé. Donc, ça serait mes deux premiers conseils à faire. Après, d'avoir des chiffres les plus réalistes possibles. Il n'y a personne qui pense vraiment qu'un parti d'opposition est capable d'avoir le chiffre précis. C'est impossible. Je l'ai fait dans l'opposition. J'avais pas le ministère des Finances pour m'aider. D'ailleurs, je ne l'ai pas eu non plus en 2022. Mais on n'a pas d'aide pour calculer nos choses. Donc, ça reste que les estimations sont toujours imparfaites. Puis pour tous les analystes, conseil aux analystes, soyez pas trop critiques. Ils se basent sur les meilleurs chiffres qu'ils ont. Il va peut-être avoir des erreurs dans leurs calculs, mais s'ils sont capables de t'expliquer comment ils l'ont fait et que ça a de l'allure, c'est au moins ils ont fait l'effort de trouver une méthodologie de calcul intéressante. Philippe, c'était un plaisir de parler avec toi. Alors, je retiens pour les prochains mois, prudence. On regarde les chiffres de près, la mise à jour, le budget du Québec. Et on regarde de près également les cadres financiers des élections cet été et cet automne. J'ai bien hâte de les voir, moi aussi. Merci encore. Ça m'a fait plaisir.